Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 53, bon le numéro n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois pour parler de l'actualité de l'informatique, technologique un petit peu de la semaine. Alors déjà première petite news un petit peu qui concerne la chaîne. J'ai officiellement reçu la dernière pièce pour le système de water cooling complet. Alors c'était pas une pièce vraiment nécessaire pour le water cooling, c'est juste que c'est une pièce qu'il vaut mieux que j'installe avant d'avoir le full system water cooling, ou sinon ça va être très embêtant de l'installer après. Et c'est des câbles d'alimentation custom, donc je peux vous dire qu'ils coûtent très cher et que ça faisait assez mal aux fesses, mais ça en vaut largement la peine parce que ça va augmenter le style du build au maximum. Peut-être pas au maximum, mais en tout cas pas mal. Donc très prochainement vous allez avoir une vidéo qui présente en tout cas toutes les pièces, donc vous saurez exactement ce que j'ai choisi, qu'est-ce que je vais utiliser, tout ça. Parler un petit peu de quel liquide de refroidissement, où j'ai heurté le micro, quel liquide de refroidissement je vais utiliser, tout ça, et comme ça vous donnera une idée. Ensuite j'aurai certainement une vidéo sur un autre système que je vais d'abord watercooler avant, donc oui, avec le kit Ike, donc ça ce sera avant, donc ne soyez pas étonnés. Et puis après vous aurez, c'est aussi pour me faire à la main pour information, et puis à la fin vous aurez le gros système en entier, et là, ça va demander un petit peu... Je vais faire aussi des tests. Il faut que je teste notamment le radiateur encore en haut, voir si tout passe bien. Il y a moyen de le monter. Hein. Je tiens à préciser qu'il y a forcément moyen de le monter. C'est juste que je vais voir si je dois bricoler pour le monter ou s'il tient de lui-même sans bricolage. Je vais peut-être devoir, par exemple, commander des vis plus longues parce que j'ai un petit peu de marge pour aller le monter. Donc, ouais, on verra bien. Dans tous les cas, première news de la semaine, c'est au niveau du LG G7. Donc, on a eu le Galaxy S9. On a eu les modèles de chez Huawei qui ont été présentés. Du coup, LG forcément est un grand joueur aussi dans la cour des constructeurs de smartphones. Du coup, je pense que beaucoup de gens étaient assez impatients. Donc, ça arrive le 2e mai. Il n'y a pas encore de photo officielle, mais il y a énormément de leaks. Et c'est aussi ces leaks qui nous ont montré qu'il y avait The Notch. Vous avez le petit truc qui dépasse. D'ailleurs, petite précision, et merci à ceux qui l'ont précisé dans les commentaires, par rapport à la dernière vidéo, pour Huawei, vous pouvez désactiver la notch. En gros, au lieu que, vous voyez sur le LG ici, où ça affiche le fond d'écran chaque côté de cette bande, mais vous pouvez avoir une bande noire partout, comme ça vous ne la voyez pas en fait. Mais vous la gardez quand même, donc vous avez la batterie, tout ça affiché dessus. Ça veut dire, l'iPhone 10 fait ça aussi. Oui, il fait ça, mais le truc c'est que c'est pas vraiment caché des fois, et la plupart du temps c'est même pas caché du tout. Alors que là, avec Huawei en tout cas, c'était genre vraiment caché, c'est genre tout le temps noir pour que ça se voit pas en fait. Moi je préfère ça personnellement. D'ailleurs pour LG encore ils ont un pass gratuit je pense, parce que pour le fait d'utiliser ça, parce que si vous vous souvenez le LG V10 avait un écran secondaire. Ils avaient fait un petit peu ce genre de truc. Il y avait aussi le LG V20 qui avait aussi un écran un petit peu secondaire caché au-dessus. Donc ils étaient un petit peu les premiers à faire ce genre de truc. C'est juste que Apple l'a fait beaucoup mieux, on va être honnête. Même si personnellement, encore une fois, je ne suis pas du tout fan. Mais bon, on verra bien. Là, ça ne me choque pas énormément parce que le téléphone a l'air assez équilibré en haut et en bas. Il est pas trop mal niveau design, même si je commence un petit peu à en avoir marre des trucs fortement arrondis personnellement. J'aime bien quand le téléphone soit un petit peu carré, mais bon, ça c'est ma préférence à moi. C'est quoi ces pubs? Je vous jure, Google, enfin Ars Technica, des fois ils mettent des pubs, mais je vous jure, bizarre quoi. Heureusement, on peut dire à Google, non, fais pas ça. C'est un petit peu bizarre. Ok, du coup. Deuxième news, très importante, qui là on va prendre un petit peu plus de temps, donc c'est au niveau de Nvidia. Alors, j'étais au courant du GPP, j'étais juste pas au courant que ça allait jusqu'à ce point-là. Du coup, moi quand j'ai vu le GPP, donc le GPP c'est le GeForce Partner Programme, donc c'est on va dire un contrat que Nvidia signe avec des marques de constructeurs de cartes graphiques par exemple, pour faciliter on va dire leur travail, genre échanger des choses et tout ça, avoir une relation plus directe en quelque sorte. Le truc, c'est que dans le GPP, il y a des clauses un petit peu genre compliquées. Enfin, en gros, déjà, pour vous indiquer, si une marque ne signe pas le GPP, ils ne sont pas garantis d'avoir peut-être les derniers stocks, ils ne sont pas garantis d'avoir même du stock de GPU, et tout ça, parce que les constructeurs de cartes graphiques, ils font qu'assembler la carte graphique. Ils prennent différentes pièces de différents constructeurs et ils l'assemblent. Ils mettent leur propre refroidissement, ils mettent leur propre, on va dire, autocollant sur la carte ou autre chose, mais au final,
la plupart des vrais composants qui font fonctionner la carte graphique, c'est pas eux qui les fabriquent. Notamment le GPU, que c'est Nvidia qui fabrique. Donc le GPU, il vient de chez Nvidia. Donc si Nvidia dit à, par exemple, Asus ou MSI en mode « Ah, vous n'avez pas le signé GPP ?» EVGA, ils l'ont signé avant vous. Donc eux, ils auront du stock avant vous, à plus tard. Donc, en gros, déjà le GPP, beaucoup de marques qui vendent des GPU Nvidia sont limite obligés de le signer parce que s'ils ne le signent pas, ils ont le choix, ils ont le choix de ne pas signer, mais s'ils ne le signent pas, ils seront dans un désavantage vraiment par rapport aux autres, même si, évidemment, s'ils se mettaient tous ensemble, ils pourraient peut-être éviter ça, mais bon, ça reste des marques, donc ils suivent un petit peu ce que dit Nvidia. Le problème, c'est que dans le GPP, et c'est ça le véritable gros problème, parce que ça encore, on s'en fiche, il y a une clause qui indique que toutes les marques gaming de ces marques doivent être exclusives à Nvidia, en gros. Donc, si par exemple Asus a créé une marque gaming pour vendre ses cartes graphiques, par exemple Republic of Gamer, eh bien, ils sont obligés de seulement vendre avec la dénomination Republic of Gamer des cartes Nvidia, et seulement. Et ça, c'est un énorme problème. Première chose, c'est complètement salaud pour AMD parce que vous devez bien vous douter, les marques gaming se sont développées. Les gens reconnaissent les marques gaming quand vous entendez Republic of Gamer. Bon, au début, c'était un petit peu ridicule, mais maintenant, les gens sont en mode « Ah oui, Republic of Gamer, c'est les gros PC, les ROG et tout ça, c'est bien. » Mais du coup, à cause de ça, et à cause du fait que Asus va devoir créer une nouvelle marque gaming pour AMD, qui est Ares, eh bien, les cartes AMD ne seront plus des ROG ou autre chose, ce seront des Ares. Et du coup, les gens, ils ne savent pas Ares, ils ne connaissent pas Ares. Du coup, ils vont voir une ROG et une Ares, et puis ils vont se dire, la ROG est mieux. Automatiquement, sans même regarder vraiment les specs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les specs, ils rajoutent, oh, c'est une ROG, oh, c'est bien, alors. Donc, premier gros désavantage, c'est clairement enlever, selon moi, une part de reconnaissance ou une part de visibilité à AMD dans cette histoire. Et en plus de ça, c'est littéralement obliger leurs partenaires à carrément vous abandonner un petit peu à AMD, quoi. Parce que, en gros, vous les mettez dans une autre sous-marque que vous devrez créer à côté. Donc, honnêtement, j'aime bien Nvidia, ils font des bons produits, mais ce genre de truc, non, juste arrêtez. Et c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de truc à Nvidia. Par le passé, ils ont souvent été accusés, notamment avec GeForce... comment ça s'appelle je ne sais plus trop comment ça... C'est GeForce Work... En tout cas, c'est un truc qui travaille avec les développeurs pour mettre des effets supplémentaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais vous avez certains jeux comme ça qui sont justement un petit peu sponsorisés Nvidia. Bon, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que bien souvent, apparemment, ces options étaient activées des fois sur les cartes AMD et évidemment foutaient en l'air les performances. Et du coup, les gens l'ont accusé un petit peu en mode Nvidia, genre « Hey, vous faites pas un petit peu exprès ici ou autre chose ?» Donc ouais, il y avait déjà ça. Et puis il y a eu plein de fois par le passé où Nvidia a fait des trucs assez salauds. Alors AMD a fait aussi des trucs salauds. Mais quand on regarde l'histoire, honnêtement... c'est Nvidia bien souvent qui fait des trucs vraiment salauds. Genre beaucoup plus que Intel ou beaucoup plus que beaucoup de marques en réalité. Ce qui me fait dire au final que j'aime bien Nvidia, mais soyons honnêtes, ils sont assez... genre c'est des requins d'un point de vue business. Donc c'est assez abusé. Donc là j'ai envie de dire vraiment pas bien. J'aimerais que... honnêtement selon moi, le truc c'est que les marques vont suivre. Les marques vont suivre forcément. Le seul truc qui pourrait changer, c'est si les consommateurs allaient voir toutes les marques qui sont concernées par le GPP. Nvidia, Asus, MSI, EVGA, encore EVGA non, parce qu'ils ne vendent pas de cartes AMD, donc ils s'en foutent. Mais toutes les marques qui vendent des cartes Nvidia et AMD sont concernées. Et allez les voir et juste leur dire, non, ne faites pas ça, ne vous laissez pas faire. Parce que si les gens, si l'opinion publique était vraiment négative, genre vraiment... bien les marques feraient en mode elles suivraient l'opinion publique parce que c'est souvent ce que font les marques. Selon moi c'est toujours la même chose, elles essayent de faire quelque chose et si elles voient que l'opinion publique vraiment devient très négative par rapport à cette chose là, elles sont en mode oh désolé on ne voulait pas faire ça et puis hop ils reviennent en arrière. Toutes les marques en général réagissent comme ça un petit peu. Donc
j'espère que ça arriverait, même si honnêtement ça a été annoncé il y a quelques temps le GPP, et autant dans la communauté vraiment des gens qui s'y connaissent, les gens sont vraiment en mode what the fuck Nvidia, autant pour la plupart des autres personnes qui vont acheter des cartes graphiques qui ne savent pas à propos de ça. Donc voilà, donc je vous le dis maintenant tout de suite, c'est vraiment ça là, mais en même temps je ne pense pas que ça changera. Mais bon, ouais, c'est ça là, c'est vraiment ça là. Et c'était même pas nécessaire en fait, c'est ça le pire. C'est qu'NVIDIA a déjà un énorme avantage par rapport à AMD et tout ça, et c'est juste genre, c'est vraiment... ils sont en train de gagner, mais ils se retournent exprès en étant en train de gagner, et puis ils jettent une pierre à AMD encore en plus, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment ça là. J'avais vu une photo sur Reddit qui résumait à peu près bien ça. C'était une cote dans... Donc une citation qui était dans un livre de fin d'année d'un lycéen, et c'était genre ce n'est pas suffisant que je réussisse, il faut que les autres ratent. Et puis genre c'était juste un mec qui avait mis ça dans sa citation de fin d'année, tout le monde le fait quoi, mais là il y a quelqu'un qui a juste rechangé le nom du mec, il a mis Nvidia, donc voilà, c'était à peu près ça, franchement ça résumait bien la chose, donc ouais. Pas bien Nvidia, pas bien. Ensuite, on a une petite news au niveau de justement AMD. Les Ryzen 2000, ils arrivent prochainement. Il n'y a pas vraiment encore de date, c'est ça le pire. Mais il y a déjà des précommandes qui commencent. Alors, les prix sont beaucoup mieux qu'on ne le pensait déjà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça peut encore, c'est sujet à changement, mais en général, les précommandes sont souvent plus hautes ou au prix qu'elles devraient être. Hein, mais elles sont souvent plus hautes que ce qu'elles vont finir, parce que bien souvent les marques qui les mettent à l'avance mettent un prix plus haut pour être sûr de ne pas se tromper, ou alors ils mettent à peu près le prix qu'ils ont déjà eu de la part d'AMD, mais le prix peut encore, AMD peut dire un jour avant la sortie des processeurs, peut dire à tous les vendeurs non, finalement le prix c'est ça, parce que aussi bien les marques, enfin les sites de vente n'ont pas encore payé les CPU qu'ils ont déjà en stock chez eux, hein. Je tiens à le préciser. Donc des fois, ou alors ils s'arrangent pour réajuster le prix, ou ils s'arrangent bien souvent. Donc c'est très commun que des fois le prix peut changer 3 jours avant le lancement. Je tiens à le préciser. Mais je ne crois pas qu'il changera énormément. Et actuellement, vous avez le Ryzen 5 2600 pour $200. Pas mal, donc ça devrait être 200 € en réalité, mais bon. Vous avez le 2600X pour $229, donc certainement euros aussi. Le Ryzen 7 2700 pour $300, donc ça c'est à peu près à quoi je m'attendais honnêtement. Et ça c'est la plus grande surprise, le 2700X pour $330, 329. Donc certainement aussi des euros. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal en fait. Et du coup, alors... Actuellement, vous pouvez trouver les 1600 et les 1600X pour beaucoup moins cher. J'ai fait une config de la semaine récemment, on les reprend. Et vous avez dû le voir, j'ai fait une config où il y avait un 1600X à genre 180 €. Donc actuellement, les Ryzen de deuxième génération, comme je le dis, sont tellement... Ils essaient de tellement vendre les stocks, vous pouvez les avoir pour vraiment pas cher. Et il vaut vraiment la peine. Surtout si vous ne comptez pas overclocker ou ce genre de choses. Toutefois, si vous voulez passer à la nouvelle génération... ou si vous attendiez la nouvelle génération, il semblerait que ce sera pas trop cher. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des chiffres un petit peu au niveau de l'overclocking. Il paraît que apparemment pas mal de gens arrivent à atteindre 4,2 GHz plus facilement sur le 2700X. Donc ils ont visiblement fait des petits tweaks pour que l'overclocking puisse monter plus haut. Malgré que le processeur a lui aussi une fréquence plus haute de base. Il me semble qu'il était à 3,7 si je me souviens bien, ou 3, non, ça doit être 3,7, oui. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont déjà un petit peu testé l'overclocking. Alors, c'est pas définitif parce qu'ils testent sur des BIOS qui sont pas encore stables, ou c'est des pré-BIOS de sortie ou autre chose. Mais ils arrivent déjà à des bons chiffres d'overclocking. Donc, il y a une petite amélioration. Après, ne vous attendez pas à un miracle. Il y a des gens qui s'attendaient à un miracle, genre, ouais, ils vont s'overclocker à 4,5 GHz ou 4,6. Non, ça n'ira pas comme ça. Le truc, c'est que même Intel, ou la situation où Intel actuellement, ils ont des processeurs qui montent à 5 GHz très facilement, mais ça a pris du temps, hein. Vraiment, c'est pas d'un coup, ils ont clac des doigts, ils ont eu un processeur qui pouvait s'overclocker hyper bien. Je me souviens encore, les corps duo quad et tout ça dépassaient rarement les 4 GHz, ou en tout cas, difficilement en tout cas. Donc, il faut se dire que c'est une toute nouvelle architecture, vraiment toute nouvelle, donc au fil du temps, ils vont améliorer ça, et je pense qu'on verra
pour Ryzen 2 des fréquences un petit peu plus hautes. Mais honnêtement, pour moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà franchement pas mal. Surtout pour le prix. C'est ça aussi qu'il faut voir. Pour moi, le plus important, c'est le prix. C'est qu'est-ce que j'ai comme performance pour le prix. Je m'en fiche de savoir que c'est moins bon que quelque chose. Parce que je vais me dire, ah bah oui, mais ta nouvelle voiture, là, elle est moins bonne qu'une Ferrari. Ouais, bah elle coûte 10 fois moins cher aussi. Donc, voyez, c'est un petit peu le même principe. Donc, honnêtement... pour ceux qui s'étaient trop hypés, voilà, c'est de votre faute. Mais moi, je suis plutôt content. Il y a des améliorations au niveau de la support de la mémoire. Donc, on peut monter jusqu'à 2900 par défaut. Supporter, vraiment. C'est pas genre overclocking ou autre chose. Et légère hausse de la fréquence possible en overclocking. Pour moi, il y a ce qu'il faut. C'était pour moi un bon refresh. Parce que c'était un refresh. Et apparemment... Ah, la disponibilité. Non, il y a une date. 19 avril apparemment. Selon le site, à mon avis, ouais. 19 avril. 19 avril. Oh, c'est dans pas très longtemps, donc la semaine prochaine, on verra s'il y a plus d'informations là-dessus. Il y a aussi les prix des cartes mères qui étaient intéressants. Mais bon, ça on s'y entendait. Donc les cartes mères sont à peu près au même prix que ce que vous pourriez vous attendre sur le nouveau chipset. Donc c'est du X470 en premier temps. Il n'y a pas encore de B450. Le B450, ce sera le chipset moins cher qui supporte l'overclocking. C'est celui que je mets souvent dans les configs de la semaine parce que, genre, il est. Enfin, son petit frère, donc le B350, qui est vraiment bien. Donc là, dans un premier temps, voilà, s'il y en a qui veulent pas mettre autant pour une carte mère, voilà, vous devrez attendre un petit peu que le B450 sorte. Toutefois, il y a déjà quelques cartes mères qui sont à 139$, donc on ne devrait pas en voir à des prix prohibitifs de 200€ ou autre chose, à part si c'est des méga haut de gamme, évidemment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, c'est aussi quelque chose qu'on s'attendait. Parce qu'honnêtement, je vois pas pourquoi ils ont augmenté le prix des cartes mères. Je tiens aussi quand même à préciser que les nouveaux processeurs sont compatibles avec les anciennes cartes mères. Il faudra juste mettre à jour le BIOS, donc ça, il faut faire un petit peu attention. Et aussi, du coup, il y aura certaines fonctionnalités qui ne seront pas forcément disponibles. Des nouvelles fonctionnalités, c'est logique aussi en même temps. Je veux dire, si les nouveaux processeurs supportent plus d'USB type C, ben, s'il n'y a pas plus d'USB type C sur la carte mère, ben, voilà, c'est pas la faute du processeur ou autre chose, ni la faute du constructeur de carte mère qui n'avait pas prévu le futur. Hein. Je tiens à le préciser. Alors, le Huawei Mate X Pro, on a une petite review. Donc ça, c'est, si vous ne savez pas, c'est le laptop de Huawei qui ressemble énormément à un MacBook sur certains points, soyons honnêtes. Il y a Xiaomi, qui est une marque chinoise aussi. J'avais même pas vu. Je regarde une chaîne. C'est un mec, c'est Stranger Parts, voilà. C'est un mec qui fait genre, il a fabriqué un iPhone en Chine lui-même. Il a été chercher des chaînes au marché, des pièces au marché chinois et tout ça. Il a assemblé l'iPhone lui-même. Et du coup, bah, c'est une chaîne très intéressante. Je la recommande. C'est en anglais par contre, voilà. Et du coup, il montrait un magasin Xiaomi en Chine. Et je vous jure, ça ressemble à un Apple Store, mais comme deux gouttes d'eau. Genre les mêmes tables en bois. Les employés ont même pratiquement le même costume, le même genre d'éclairage. What the fuck? Bon, enfin bref, donc, ma foi, c'est pas trop grave ici parce que Huawei se débrouille plutôt bien parce que, premièrement, ça ressemble à un MacBook honnêtement, et puis il l'appelle même MateBook, hein. Mais franchement, on sent qu'ils vont plus loin. Premièrement, l'écran avec des bordures très très fines, ça c'est bien, très très bien. Donc ça permet de mettre un écran très haute résolution dans un portable qui est pas trop grand, donc ça c'est cool, c'est toujours même très bien en fait. Je regardais d'ailleurs si oui, le record est toujours en cours parce que ça fait pas de bruit quand le record s'arrête quand je contrôle avec le téléphone. Ensuite, bon clavier, bon touchpad, bon ça c'est encore quelque chose que Apple fait mieux que la plupart des marques, le touchpad. Mais bon là il est grand, il est apparemment bon, il utilise Windows Precision et tout ça. Les specs sont bonnes. Vous avez le dernier Core i7 4 cœurs 8 threads, du bon SSD. Il y a même une carte graphique. Alors, c'est pas la plus incroyable autre chose, mais c'est une MX 150 qui est l'équivalent un petit peu d'une GT 1030 pour ceux qui se demandent. Donc, vous n'allez pas jouer au jeu AAA en méga haute résolution. Mais si vous jouez juste en 720p, voire Full HD à des jeux pas trop lourds, ça passe nickel. Donc c'est vraiment bien. Donc j'avais juste envie... Moi j'aime bien ce genre de petits portables. Déjà ça montre le futur. Parce que ça montre que on arrive à vraiment mettre un maximum de puissance maintenant dans des formats de plus en plus petits.
Au point même que d'ici quelques années, il y aura beaucoup moins de gens avec des PC fixes, même si ça existera toujours, hein, parce que voilà, c'est quand même plus pratique pour refroidir d'avoir un gros PC fixe. Mais voilà, ça évolue hyper bien, quoi, et c'est clairement le futur. Et je trouve ça intéressant. Toutefois, il y a juste dans les désavantages, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il est plutôt bon dans tous les points, genre très bonne batterie, très bonne performance, tout ça. Par contre, alors dans les désavantages, je disais, il est plus lourd. Moi, je m'en fiche personnellement. Le placement de la caméra. Donc oui, c'est celui que j'ai montré, il me semble, dans un dernier Texama Show, où justement, vous voyez, il y a un bouton caméra ici. Et en fait, quand vous appuyez, la caméra, genre le bouton se soulève et la caméra est là, en fait. Donc l'angle de vue est très très mauvais. Genre, ça regarde sous votre nez. Ma foi, si vous avez quelque chose coincé dans le nez, vous pourrez utiliser la caméra pour ça, mais bon. Genre, il y a aussi, ils mettent dans les désavantages, no IR caméra. Ouais. Ils disent ça en fait parce que vous pouvez l'utiliser pour Windows Hello pour déverrouiller, donc je peux comprendre, mais bon. Et puis, le plus gros problème, c'est qu'il est bruyant. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que il y a des constructeurs qui arrivent à mettre des processeurs limite plus puissants dans des machines pas vraiment beaucoup plus épaisses et qui arrivent à les garder assez bien refroidies et pas trop bruyantes. Donc c'est un petit peu dommage. C'est dommage. Mais bon, on y arrive. Petit à petit. Ensuite, ah oui, alors ça c'était une news intéressante. C'est au niveau de WebAuth. Donc, si vous ne savez pas, on va refaire un petit historique. Donc, au début d'Internet, c'était genre, mot de passe, le bon vieux mot de passe, ok. Ensuite, on a un petit peu voyagé, on va dire, vers des trucs avec la double vérification. Donc, maintenant, vous avez un mot de passe, mais vous devez vérifier avec votre téléphone, par exemple. Genre, ça vous envoie un SMS. Donc ça, c'est un petit peu la nouvelle technique. Ensuite, on a eu un petit peu d'autres trucs qui se sont développés. Vous avez par exemple YubiKey, qui est une clé hardware. Donc c'est une clé, vraiment une clé USB, qui ressemble un peu à une clé normale. Vous la branchez dans votre PC et c'est elle qui gère votre mot de passe. Ensuite, on a eu aussi un petit peu de gestionnaire de mot de passe qui faisait un petit peu ça et tout ça. Donc on a eu différentes technologies pour arriver à se connecter à des sites web en tout cas. Et maintenant, et c'est ça qui est vraiment bien, donc vous avez WebAuth, qui est du coup, c'est fait par le consortium, alors je ne sais plus c'est quel consortium, le W3C, je ne sais plus exactement ce qu'ils font, je vais être très honnête, mais leur travail c'est en gros de travailler sur un système d'authentification qui n'a plus forcément besoin de mot de passe. Comment ils vont faire, vous allez me dire? Bien tout simplement, déjà ce sera intégré dans tous les navigateurs, d'ailleurs les dernières versions de Firefox et de Chrome devraient le supporter bientôt. Donc les prochaines, donc Chrome 67 voilà et Firefox 60 devraient les supporter donc d'ici mai, et du coup vraiment ce standard permet en gros d'utiliser les lecteurs d'empreintes, les trucs à mon avis aussi Iris peut-être, et il y a aussi le support officiel justement des clés hardware qui vous sert de mot de passe justement. Donc c'est plus vraiment vous avez un mot de passe. C'est juste que quand vous branchez cette clé, elle indique que c'est vous en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il y a un mot de passe, mais c'est un mot de passe qui est juste énorme et qui serait incraquable. Parce que le gros problème, et selon moi c'est un véritable gros problème actuellement, c'est que beaucoup de gens ont des mots de passe beaucoup trop simples. Et en plus, ils l'utilisent sur plein de sites web. Et c'est un véritable problème. La plupart des gens qui se font hacker, ils ne se font même pas hacker en fait. C'est juste, ils se font avoir par des gens qui finissent par arriver à trouver leur mot de passe, ou alors ils donnent leur... Juste un truc tout bête, ils s'inscrivent sur un nouveau site, n'importe quel site, hein, ils mettent leur mot de passe habituel, leur même mot de passe qu'ils mettent sur tous les sites web. Et puis ce site est compromis, quelqu'un récupère la base de données ou autre chose, elle est vendue sur un marché noir ou autre chose, quelqu'un l'achète sur le web quelque part, et du coup, il essaye le mot de passe. Il essaye sur tous les sites que la personne aurait pu s'inscrire, Facebook, Gmail ou autre chose, et ça passe parce qu'évidemment, ils utilisent le même mot de passe. Et c'est comme ça qu'ils se font hacker en quelque sorte, parce qu'au final, bien souvent, c'est même pas du hack, c'est juste genre, c'est parce qu'ils utilisaient le même mot de passe partout, et qu'en plus, ils le mettent sur les nouveaux sites web. Du coup, ce genre de choses est une très bonne chose, parce qu'actuellement, il n'y avait pas vraiment de standard. Ok, vous pouvez vous loguer sur certains sites déjà avec les clés justement YubiKey et tout ça, mais il faut que le site vraiment le supporte activement. Avec ça, comme ce sera intégré dans le navigateur, pour le site web,
le fait de supporter ça, il me semble qu'ils n'auront même plus vraiment besoin de le supporter en réalité, totalement en tout cas, mais en tout cas ça facilitera vraiment leur développement et ça c'est une très bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose. Aussi le support justement des empreintes digitales, reconnaissance faciale ou autre chose. Bon, je suis pas trop un fan de la reconnaissance faciale. Empreinte digitale, c'est déjà un petit peu mieux. Ben, ça facilitera tout ça. Alors, évidemment, c'est pas encore parfait. On peut toujours trouver une faille de sécurité dans quelque chose et tout ça. Par exemple, avec l'empreinte digitale, ben, il y aurait peut-être moyen de trouver une faille de sécurité ou autre chose. Mais le truc, c'est vraiment, et selon moi, beaucoup mieux que la technique actuelle de pas mal de gens. Et c'est juste genre, hey, je vais juste utiliser le même mot de passe qui est juste au final ma date de naissance avec des chiffres en plus ou je ne sais quoi. Parce que c'est bien souvent ce genre de truc. Mais bon. Ah bah tiens, la caméra vient de se couper. Donc, voilà, c'est pour moi une très bonne chose. Vous pourrez toujours utiliser un mot de passe, je tiens à le préciser. Personnellement, j'utilise un gestionnaire de mot de passe. J'ai vraiment un mot de passe par site web. Et je change, en tout cas pour les sites web importants ou quand je sais qu'il y a eu un problème de sécurité sur certains sites web, je rechange le mot de passe. Voilà. Et puis de temps en temps, les sites web vraiment importants, je les rechange tous les X mois pour être vraiment sûr. Parce que je me dis, ben, on ne sait pas s'il aurait filtré ou autre chose, hein, on ne sait jamais. Donc, bon, après, moi, je suis un petit peu un mania de la sécurité. Donc, voilà. C'est un petit peu, que ce soit en mot de passe ou même sécurité des données. Je fais plusieurs backups. Je backup sur mon NAS, je backup ensuite sur un truc en encrypté en ligne et tout ça. Donc, je suis un petit peu, peut-être un petit peu trop parano sur ce genre de choses, mais au moins, vaut mieux être trop sûr que pas assez sûr et de se faire avoir un jour. Donc, c'est une bonne chose pour surtout les gens normaux, on va dire, pas ceux qui ne s'y connaissent pas, qui franchement sont en mode je n'y connais rien, je mets toujours le même mot de passe, mais ça facilitera leur vie parce que vous pourrez, si vous y connaissez un petit peu plus en informatique, vous pourrez leur acheter justement une YubiKey et ils pourront l'utiliser sur plein de sites web parce que les sites web le supporteront plus facilement. Parce que actuellement, des fois, ça requiert un petit peu du bricolage, honnêtement, hein, sur certains sites web. Donc, ouais. Et du coup, ben, c'est une très bonne chose. Donc, voilà, j'ai envie de dire bravo, même si ça a pris énormément de temps à arriver. Et enfin, une petite dernière news, un petit peu space. Vous avez Rocket Lab. On a déjà parlé de Rocket Lab, hein, plusieurs fois. C'était un petit peu un article sur Ars Technica. J'en profite juste de cet article, en fait, pour parler d'espace. D'ailleurs, oui, si vous ne savez pas, alors il y a un lancement. Déjà, SpaceX lance une fusée toutes les 2 semaines. C'est pas vraiment toujours le cas. Des fois, ils en lancent 2 en quelques jours, mais ils en lancent en tout cas toutes les 2 semaines maintenant, en 2018. Donc, ils ont atteint enfin leur goal de lancer une fusée toutes les 2 semaines. Et ça, c'est vraiment incroyable, en fait, en réalité, quand vous y pensez. Un autre truc, c'est qu'ils vont bientôt lancer leur Block 5, donc la dernière version de la Falcon 9, donc c'est la version 7 techniquement. Elle sera différente parce qu'elle aura des parties peintes en noir et tout ça, et ce sera la roquette vraiment, ce sera la Falcon 9 faite pour la full réutilisation, donc réutiliser la roquette, réutiliser les pieds d'atterrissage, réutiliser les grilles d'atterrissage, réutiliser le second stage, donc la partie qui porte le satellite, réutiliser la protection qui est au-dessus du satellite, tout réutiliser. Et ça arrive normalement, le premier lancement de cette nouvelle Falcon 9, c'est dans 3 semaines, Eddie. Donc voilà, génial, j'ai envie de dire, parce que franchement, je suis vraiment impatient. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que tous les derniers lancements de Falcon 9 qu'ils ont fait, ils les font plus atterrir parce qu'ils de toute façon, ils vont bientôt avoir la nouvelle version, donc ils s'amusent en fait à faire des tests avec. Ils sont amusés à les faire atterrir on va dire à très haute vélocité dans l'eau, hein. Genre, regardons vraiment le strict minimum de carburant qu'on peut utiliser pour la faire atterrir, par exemple, ou ce genre de trucs. Donc, ils ont juste fait des tests principalement. Ils s'en foutent de les récupérer. Pour le prochain lancement, il me semble que c'est dans genre 5 jours pour la prochaine Falcon 4. Qui d'ailleurs va lancer un satellite très intéressant. Ça va être un satellite qui sera équipé d'un télescope un petit peu spécial. Et ce télescope pourra détecter des choses un petit peu sur la même... Vous avez déjà un télescope il y a plusieurs télescopes dans l'espace si je me souviens bien. Mais le plus connu c'est Hubble. C'est vraiment un énorme satellite. C'est un télescope géant dans l'espace, vraiment, en orbite autour de la Terre. Il est évidemment... je ne sais plus quelle orbite il est exactement, mais il est assez loin quand même de la Terre. Il n'est pas sur la plus basse orbite, si je me souviens bien.
Et du coup, ben, grâce à Hubble, on a eu des très belles images, franchement. Regardez juste images Hubble sur Google, vous en verrez énormément. On a eu des images de galaxies lointaines et tout ça. On a pu voir aussi, ils se sont amusés à pointer Hubble sur une partie de l'espace qui était vraiment sombre, juste pour voir. Et l'image qu'on a eue, c'était une image où on voyait plein de galaxies. Vraiment plein de galaxies. C'était juste incroyable à voir. Donc Hubble a été révolutionnaire. Et du coup, ce télescope qu'il lance sur la fusée littéralement dans 5 jours, c'est un télescope par la NASA et il a les mêmes genres de capacités. Alors, c'est pas exactement le même satellite, mais comme il utilise des nouvelles technologies, parce que Hubble a été lancé il y a tellement longtemps, ben, il a autant de capacités d'observation que Hubble. Donc ce sera très intéressant, parce que le truc c'est que Hubble, il est tout seul là-haut, en tout cas un satellite de cette envergure est tout seul là-haut, et du coup ben, on n'a jamais assez de temps pour l'utiliser. Genre il est toujours en train de faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est en train d'utiliser pour regarder à quelque chose. Donc là c'est cool pour on va dire la découverte un petit peu de notre espace à travers justement ce genre de vision. D'ailleurs, j'en profite, vu que c'est la partie un petit peu space, et je vais même pas encore parler de Rocket Lab, mais bon, c'est pas grave. J'en parle, le Jeb Webb télescope, donc ça c'est un autre télescope qu'ils vont lancer. Alors lui, c'est pas un télescope normal qui capture la lumière, c'est plutôt qui capture les infrarouges, donc il est assez différent. Par contre, l'avantage à capturer les infrarouges, c'est qu'il peut voir à travers, par exemple, les nuages de gaz qui sont dans l'espace. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas voir. Par exemple, le centre de l'univers, on ne peut pas vraiment voir parce qu'il y a des nuages de gaz un petit peu dans le chemin. Donc avec le Jeb Webb télescope, on pourrait voir les infrarouges qui, eux, passent à travers ces nuages de gaz et qui finissent chez nous. Mais c'est juste que nous, on ne les voit pas, évidemment. Mais ce télescope est vraiment fait pour ça. Et du coup, on pourrait voir, entre guillemets, ce qui se passe un petit peu derrière. Et ça, c'est très intéressant. Ce sera aussi l'un des plus gros satellites jamais envoyés dans l'espace. Il est juste énorme. Regardez, Jeb Webb télescope, il est énorme. Et donc, il est un petit peu retardé, c'est ça la news. J'ai vu une news là quelques temps. Il est un petit peu retardé parce qu'ils ont un petit peu des problèmes dessus. Et ben, il vaut mieux qu'ils le retardent parce que c'est un télescope qui vaut très, très, très cher. Et qui, une fois qu'il sera lancé, pour information, il sera à une orbite tellement loin de la Terre qu'on ne pourra pas aller le réparer s'il y a un problème. Et en plus, il doit se déplier d'une certaine façon. Donc en fait, il a une voile derrière lui qui le protège des ondes infrarouges de notre soleil à nous. Parce que s'il avait le moindre truc, la moindre fuite, ça perturberait en fait les instruments et surtout la capture d'infrarouges qui viennent de très 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 loin dans l'espace. Parce que on essaie de capturer un infrarouge qui a fait des millions et des millions de kilomètres, des millions d'années-lumière même, pour arriver jusqu'ici. Donc évidemment, les infrarouges du Soleil qui est juste derrière, qui est un petit peu plus puissant, vu qu'il est juste à côté, pourrait le perturber énormément. Donc il y a tellement d'étapes pour que tout se passe bien. C'est juste, j'ai vraiment peur pour ce télescope, parce qu'il faut que le truc se déplie. Il faut que les miroirs se mettent correctement, parce qu'il est replié quand il est lancé. Il est entièrement replié, il se déplie tout. Et il faut qu'il arrive sur sa bonne orbite et tout ça. Une orbite très lointaine d'ailleurs, où il sera à l'abri. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses mal qui pourraient se passer. J'espère vraiment bien que ça va bien se passer, mais bon. Du coup, j'en arrive à Rocket Lab. Donc, Rocket Lab, c'est juste de bonnes nouvelles, c'est qu'ils arrivent à décrocher plus de contrats. Ils ont réussi un lancement récemment, vous l'aviez vu. Et en fait, au final, cet article parle un petit peu de leur capacité de lancer des petits satellites. On en a déjà parlé plein de fois, il me semble, par le passé, c'est que tout le monde n'a plus forcément besoin d'un énorme satellite. Ok. Maintenant, on peut faire des tout petits satellites, des cubes satellites, que ça s'appelle. C'est juste vraiment des cubes que je pourrais tenir en main, là, actuellement. Bon, ils seraient peut-être un peu lourds des fois, mais je pourrais le tenir en main. Et ce genre de cubes satellites ont des capacités suffisantes, en tout cas, pour faire ce qu'on veut. Et une fusée, comme a fait Rocket Lab, qui est toute petite, mais qui peut amener des cubes satellites, serait parfaite parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. Alors SpaceX, c'est toujours le plus intéressant niveau prix, si vous tenez compte de tout ce que vous pouvez mettre dans l'espace, mais ce genre de fusée coûte quand même beaucoup moins cher. Et il y a juste des technologies tellement intéressantes avec ça. J'en avais déjà parlé, il me semble. Ils ont ils impriment en 3D leur moteur de fusée. Ils ont un système de mise en feu de la fusée qui est électrique. Donc la pompe est électrique en gros. Du coup, il utilise des batteries, il largue les batteries pendant que la fusée décolle et tout ça. Enfin,
Ils ont juste des trucs vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on verra bien quel genre de contrat ils arrivent à décrocher. Mais selon moi, avec SpaceX, ils sont bien placés pour décrocher un marché que mais pas tout le monde ne se concentrait dessus. SpaceX s'est concentré sur les marchés justement de lancement de fusées pour moins cher, avec le fait qu'on peut réutiliser la fusée et que du coup ça coupe encore plus les coûts. Et eux, ils visent le marché des petits satellites. Donc très intéressant. On a vraiment une nouvelle course spatiale en quelque sorte et franchement c'est génial. Donc merci SpaceX, merci Rocket Lab. Merci aussi, il y a aussi Blue Origin qui arrive, hein, ils sont encore en train de tester leur fusée. Ça arrive. C'est juste que ils ont une petite longueur de retard par rapport à SpaceX par exemple, mais ça arrive. Et du coup, moi je suis impatient de tout ça. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Ça Ma Show, c'est à peu près tout. Je ne donne pas de date encore pour la vidéo sur le water cooling, mais c'est vraiment là, je vais essayer de la tourner le plus vite possible parce que j'ai toutes les pièces juste à montrer. Hey, regardez, j'ai pris ça comme pièce ou autre chose. Regardez, j'ai pris ça comme câble qui m'a coûté hyper cher parce que c'est des câbles tressés à la main ou autre chose, ou je ne sais quoi, mais qui venaient de Chine, donc je ne sais même pas pourquoi ils coûtent aussi cher au final. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont même des petits trucs, vous voyez, ils ont des petits trucs pour maintenir les câbles parfaitement alignés. Comme ça, vous avez des câbles parfaits. Oh, ça, c'est sexy. Oui, il n'y a que moi qui peut trouver des câbles sexy. Mais bon, c'est pas grave. Non, il y a beaucoup de gens qui construisent des PC qui peuvent trouver des câbles sexy. Mais bon. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour un prochain Tech Ça Ma Show. Et je vous dis salut à tous.